J'étais à un pas de la porte du bureau quand j'entendis la voix de mon père. Pas en colère, juste certaine. Ta sœur, elle ne reçoit rien. Elle est dehors. Je m'arrêtai net. Le couloir semblait plus froid qu'une seconde auparavant. Le genre de froid qui vient non pas de la climatisation, mais de la certitude qu'on ne peut jamais revenir en arrière. J'aurais dû entrer. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Par l'entrebâillement de la porte, j'ai vu mon père, Richard Morgan, adossé à sa chaise de bureau, en train de parler à ma petite sœur, Mélissa. Elle hocha la tête une fois. Ne dis rien. Ma mère, Janice, se tenait derrière eux, les bras croisés, souriante. Pas le genre de sourire qu'on affiche quand quelque chose ne va pas. Non, c'était différent. Lèvres fines, contrôlées. Le genre de sourire qui dit « ça a marché ». Je ne me souviens pas avoir reculé. Je sais juste que je ne suis pas rentré dans la pièce. Je n'ai posé aucune question. Je n'ai pas supplié. Je suis passé devant mon ancienne chambre pour entrer dans la chambre d'amis où j'avais séjourné et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai placé chaque centime que j'avais économie, placement, même le fonds d'urgence, dans un fonds privé dont ils ignoraient l'existence. Un fonds que j'avais ouvert des années auparavant, sur un pressentiment que je n'avais jamais vraiment compris. Ce qu'ils ignoraient, je connaissais le deuxième fonds, celui que ma grand-mère, Margaret Morgan, avait créé peu avant sa mort, celui dont elle ne leur avait jamais parlé. Seulement moi, il était en train de mûrir et il n'était pas petit. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas crié ni jeté quoi que ce soit. Je suis resté assise là, à fixer la confirmation de transfert lumineuse, et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je n'étais plus leur fille. J'étais celle dont ils pensaient qu'elle ne pouvait pas gagner. Et ce serait leur deuxième erreur. Ça n'a pas commencé avec cette conversation. Avec le recul, je crois qu'ils m'ont effacé bien avant même que je ne parle. C'était sur la photo de Noël que maman m'avait envoyée l'année dernière, celle avec la légende « Morgan, une famille pleine d'amour ». Je n'étais pas là. J'étais arrivé 2 jours plus tôt. J'avais préparé 3 gâteaux et emballé des cadeaux jusqu'à en avoir les doigts qui me démangent. Mais quand j'ai demandé la photo, elle a dit « Oh, chérie, on l'a prise pendant que tu faisais les courses ». Ça m'était sorti de la tête. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Puis sont arrivés les changements subtils. Papa, toujours pragmatique, toujours autoritaire, a commencé à dire des choses comme « Tu es trop émotive pour gérer des questions immobilières ». Oh, il te faut un esprit rationnel pour ce genre de choses. Claire Mélissa, ma sœur, de 4 ans sa cadette, ne répondait aux SMS que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Un document, une faveur, un prêt. Son ton était toujours léger, comme si nous étions encore proches. Pourtant, cette proximité semblait creuse. Et Chase, notre cousin, qui a grandi presque comme un frère, a commencé à me traiter de martyr. Je le disais avec un sourire, mais je sentais le côté tranchant en dessous. Pourtant, je continuais à être là. J'étais là quand grand-mère est tombée pour la 3e fois. J'étais dans la chambre de soins palliatifs, lui faisant la lecture, la voix tremblante et les yeux fatigués. J'ai quitté mon travail de consultante pour aider papa lors de son opération au printemps dernier. J'ai payé la facture d'électricité quand Mélissa a atteint le plafond de ses cartes de crédit. J'ai couvert Chase quand ses dettes de jeu ont de nouveau explosé. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils m'ont juste laissé partir, comme on attendait d'eux. Et peut-être avais-je tort. J'ai confondu être nécessaire et être désiré. Le véritable tournant est survenu le soir où j'ai entendu la 2e conversation, c'est que personne ne savait que j'avais entendu. La porte du bureau de papa était entr'ouverte et sa voix était aussi forte qu'à chaque fois qu'il pensait être seul. Ne lui parle pas. J'étais à un pas de la porte du bureau quand j'entendis la voix de mon père. Pas en colère, juste certaine. Ta sœur, elle ne reçoit rien. Elle est dehors. Je m'arrêtai net. Le couloir semblait plus froid qu'une seconde auparavant. Le genre de froid qui vient non pas de la climatisation, mais de la certitude qu'on ne peut jamais revenir en arrière. J'aurais dû entrer. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Par l'entrebâillement de la porte, j'ai vu mon père, Richard Morgan, adossé à sa chaise de bureau, en train de parler à ma petite sœur, Mélissa. Elle hocha la tête une fois. Ne dis rien. Ma mère, Janice, se tenait derrière eux, les bras croisés, souriante. Pas le genre de sourire qu'on affiche quand quelque chose ne va pas. Non, c'était différent. Lèvres fines, contrôlées. Le genre de sourire qui dit « ça a marché ». Je ne me souviens pas avoir reculé. Je sais juste que je ne suis pas rentré dans la pièce. Je n'ai posé aucune question. Je n'ai pas supplié.
Je suis passé devant mon ancienne chambre pour entrer dans la chambre d'amis où j'avais séjourné et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai placé chaque centime que j'avais économisé, placement, même le fonds d'urgence, dans un fonds privé dont ils ignoraient l'existence. Un fonds que j'avais ouvert des années auparavant, sur un pressentiment que je n'avais jamais vraiment compris. Ce qu'ils ignoraient, je connaissais le deuxième fonds, celui que ma grand-mère, Margaret Morgan, avait créé peu avant sa mort, celui dont elle ne leur avait jamais parlé. Seulement moi, il était en train de mûrir et il n'était pas petit. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas crié ni jeté quoi que ce soit. Je suis resté assise là, à fixer la confirmation de transfert lumineuse, et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je n'étais plus leur fille. J'étais celle dont ils pensaient qu'elle ne pouvait pas gagner. Et ce serait leur deuxième erreur. Ça n'a pas commencé avec cette conversation. Avec le recul, je crois qu'ils m'ont effacé bien avant même que je ne parle. C'était sur la photo de Noël que maman m'avait envoyée l'année dernière, celle avec la légende « Morgan, une famille pleine d'amour ». Je n'étais pas là. J'étais arrivé 2 jours plus tôt, j'avais préparé 3 gâteaux et emballé des cadeaux jusqu'à en avoir les doigts qui me démangent. Mais quand j'ai demandé la photo, elle a dit « Oh, chérie, on l'a prise pendant que tu faisais les courses ». Ça m'était sorti de la tête. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Puis sont arrivés les changements subtils. Papa, toujours pragmatique, toujours autoritaire, a commencé à dire des choses comme « Tu es trop émotive pour gérer les questions immobilières ». Oh, il te faut un esprit rationnel pour ce genre de choses. Claire Mélissa, ma sœur, de 4 ans sa cadette, ne répondait aux SMS que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Un document, une faveur, un prêt. Son ton était toujours léger, comme si nous étions encore proches. Pourtant, cette proximité semblait creuse. Et Chase, notre cousin, qui a grandi presque comme un frère, a commencé à me traiter de martyr. Je le disais avec un sourire, mais je sentais le côté tranchant en dessous. Pourtant, je continuais à être là. J'étais là quand grand-mère est tombée pour la 3e fois. J'étais dans la chambre de soins palliatifs, lui faisant la lecture, la voix tremblante et les yeux fatigués. J'ai quitté mon travail de consultante pour aider papa lors de son opération au printemps dernier. J'ai payé la facture d'électricité quand Mélissa a atteint le plafond de ses cartes de crédit. J'ai couvert Chase quand ses dettes de jeu ont de nouveau explosé. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils m'ont juste laissé partir, comme on attendait d'eux. Et peut-être avais-je tort. J'ai confondu être nécessaire et être désiré. Le véritable tournant est survenu le soir où j'ai entendu la 2e conversation, c'est que personne ne savait que j'avais entendu. La porte du bureau de papa était entr'ouverte et sa voix était aussi forte qu'à chaque fois qu'il pensait être seul. Ne lui parle pas. J'étais à un pas de la porte du bureau quand j'entendis la voix de mon père. Pas en colère, juste certaine. Ta sœur, elle ne reçoit rien. Elle est dehors. Je m'arrêtai net. Le couloir semblait plus froid qu'une seconde auparavant. Le genre de froid qui vient non pas de la climatisation, mais de la certitude qu'on ne peut jamais revenir en arrière. J'aurais dû entrer. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Par l'entrebâillement de la porte, j'ai vu mon père, Richard Morgan, adossé à sa chaise de bureau, en train de parler à ma petite sœur, Mélissa. Elle hocha la tête une fois. Ne dis rien. Ma mère, Janice, se tenait derrière eux, les bras croisés, souriante. Pas le genre de sourire qu'on affiche quand quelque chose ne va pas. Non, c'était différent. Lèvres fines, contrôlées. Le genre de sourire qui dit « ça a marché ». Je ne me souviens pas avoir reculé. Je sais juste que je ne suis pas entré dans la pièce. Je n'ai posé aucune question. Je n'ai pas supplié. Je suis passé devant mon ancienne chambre pour entrer dans la chambre d'amis où j'avais séjourné et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai placé chaque centime que j'avais économisé, placement, même le fonds d'urgence, dans un fonds privé dont ils ignoraient l'existence. Un fonds que j'avais ouvert des années auparavant, sur un pressentiment que je n'avais jamais vraiment compris. Ce qu'ils ignoraient, je connaissais le deuxième fonds, celui que ma grand-mère, Margaret Morgan, avait créé peu avant sa mort, celui dont elle ne leur avait jamais parlé. Seulement moi, il était en train de mûrir et il n'était pas petit. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas crié ni jeté quoi que ce soit. Je suis resté assise là, à fixer la confirmation de transfert lumineuse, et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je n'étais plus leur fille. J'étais celle dont ils pensaient qu'elle ne pouvait pas gagner. Et ce serait leur deuxième erreur. Ça n'a pas commencé avec cette conversation. Avec le recul, je crois qu'ils m'ont effacé bien avant même que je ne parle. C'était sur la photo de Noël que maman m'avait envoyée l'année dernière, celle avec la légende « Morgan,
une famille pleine d'amour. Je n'étais pas là. J'étais arrivé 2 jours plus tôt. J'avais préparé 3 gâteaux et emballé des cadeaux jusqu'à en avoir les doigts qui me démangent. Mais quand j'ai demandé la photo, elle a dit « Oh, chérie, on l'a prise pendant que tu faisais les courses. » Ça m'était sorti de la tête. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Puis sont arrivés les changements subtils. Papa, toujours pragmatique, toujours autoritaire, a commencé à dire des choses comme « Tu es trop émotif pour gérer les questions immobilières. » Oh, il te faut un esprit rationnel pour ce genre de choses. Claire Mélissa, ma sœur, de 4 ans sa cadette, ne répondait aux SMS que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Un document, une faveur, un prêt. Son ton était toujours léger, comme si nous étions encore proches. Pourtant, cette proximité semblait creuse. Et Chase, notre cousin, qui a grandi presque comme un frère, a commencé à me traiter de martyr. Je le disais avec un sourire, mais je sentais le côté tranchant en dessous. Pourtant, je continuais à être là. J'étais là quand grand-mère est tombée pour la 3e fois. J'étais dans la chambre de soins palliatifs, lui faisant la lecture, la voix tremblante et les yeux fatigués. J'ai quitté mon travail de consultante pour aider papa lors de son opération au printemps dernier. J'ai payé la facture d'électricité quand Mélissa a atteint le plafond de ses cartes de crédit. J'ai couvert Chase quand ses dettes de jeu ont de nouveau explosé. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils m'ont juste laissé partir, comme on attendait d'eux. Et peut-être avais-je tort. J'ai confondu être nécessaire et être désiré. Le véritable tournant est survenu le soir où j'ai entendu la 2e conversation, c'est que personne ne savait que j'avais entendu. La porte du bureau de papa était entr'ouverte et sa voix était aussi forte qu'à chaque fois qu'il pensait être seul. Ne lui parle pas. J'étais à un pas de la porte du bureau quand j'entendis la voix de mon père. Pas en colère, juste certaine. Ta sœur, elle ne reçoit rien. Elle est dehors. Je m'arrêtai net. Le couloir semblait plus froid qu'une seconde auparavant. Le genre de froid qui vient non pas de la climatisation, mais de la certitude qu'on ne peut jamais revenir en arrière. J'aurais dû entrer. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Par l'entrebâillement de la porte, j'ai vu mon père, Richard Morgan, adossé à sa chaise de bureau, en train de parler à ma petite sœur, Mélissa. Elle hocha la tête une fois. Ne dis rien. Ma mère, Janice, se tenait derrière eux, les bras croisés, souriante. Pas le genre de sourire qu'on affiche quand quelque chose ne va pas. Non, c'était différent. Lèvres fines, contrôlées. Le genre de sourire qui dit « ça a marché ». Je ne me souviens pas avoir reculé. Je sais juste que je ne suis pas rentré dans la pièce. Je n'ai posé aucune question. Je n'ai pas supplié. Je suis passé devant mon ancienne chambre pour entrer dans la chambre d'amis où j'avais séjourné et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai placé chaque centime que j'avais économisé, placement, même le fonds d'urgence, dans un fonds privé dont ils ignoraient l'existence. Un fonds que j'avais ouvert des années auparavant, sur un pressentiment que je n'avais jamais vraiment compris. Ce qu'ils ignoraient, je connaissais le 2e fonds, celui que ma grand-mère, Margaret Morgan, avait créé peu avant sa mort, celui dont elle ne leur avait jamais parlé. Seulement moi, il était en train de mûrir et il n'était pas petit. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas crié ni jeté quoi que ce soit. Je suis resté assise là, à fixer la confirmation de transfert lumineuse, et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je n'étais plus leur fille. J'étais celle dont ils pensaient qu'elle ne pouvait pas gagner. Et ce serait leur 2e erreur. Ça n'a pas commencé avec cette conversation. Avec le recul, je crois qu'ils m'ont effacé bien avant même que je ne parle. C'était sur la photo de Noël que maman m'avait envoyée l'année dernière, celle avec la légende « Morgan, une famille pleine d'amour ». Je n'étais pas là. J'étais arrivé 2 jours plus tôt. J'avais préparé 3 gâteaux et emballé des cadeaux jusqu'à en avoir les doigts qui me démangent. Mais quand j'ai demandé la photo, elle a dit « Oh, chérie, on l'a prise pendant que tu faisais les courses. » Ça m'était sorti de la tête. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Puis sont arrivés les changements subtils. Papa, toujours pragmatique, toujours autoritaire, a commencé à dire des choses comme « Tu es trop émotif pour gérer les questions immobilières. » Oh, il te faut un esprit rationnel pour ce genre de choses. Claire Mélissa, ma sœur, de 4 ans sa cadette, ne répondait aux SMS que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Un document, une faveur, un prêt. Son ton était toujours léger, comme si nous étions encore proches. Pourtant, cette proximité semblait creuse. Et Chase, notre cousin, qui a grandi presque comme un frère, a commencé à me traiter de martyr. Je le disais avec un sourire, mais je sentais le côté tranchant en dessous. Pourtant,
Je continuais à être là. J'étais là quand grand-mère est tombée pour la 3e fois. J'étais dans la chambre de soins palliatifs, lui faisant la lecture, la voix tremblante et les yeux fatigués. J'ai quitté mon travail de consultante pour aider papa lors de son opération au printemps dernier. J'ai payé la facture d'électricité quand Mélissa a atteint le plafond de ses cartes de crédit. J'ai couvert Chase quand ses dettes de jeu ont de nouveau explosé. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils m'ont juste laissé partir, comme on attendait d'eux. Et peut-être avais-je tort. J'ai confondu être nécessaire et être désiré. Le véritable tournant est survenu le soir où j'ai entendu la 2e conversation, c'est que personne ne savait que j'avais entendu. La porte du bureau de papa était entr'ouverte et sa voix était aussi forte qu'à chaque fois qu'il pensait être seul. « Ne lui parle pas.